Bonjour. Aujourd'hui, on explore une question centrale pour beaucoup dans le commerce en ligne. Hem, Faut-il privilégier, disons, la facilité apparente d'Amazon FBA ou alors miser sur le travail de fond du SEO? Notre source pour ça, c'est un article du site Les 4 cycles, le titre c'est «Amazon FBA, la douille décryptée et pourquoi le SEO est-il encore roi en 2025?» Bon, l'objectif, il est assez clair. Décortiquer un peu cette analyse, qui est parfois, on peut le dire, assez tranchée, sur les promesses et puis les réalités de ces deux modèles. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, l'article, il commence de façon assez classique. Sur le modèle FBI, on trouve un produit, hop, on l'envoie chez Amazon, et puis c'est Amazon qui gère tout le reste. Le rêve, quoi, la richesse passive. Mais bon, la source met vite un bémol là. Oui, tout à fait. L'article, il liste ce qu'il appelle 5 vérités qui cassent le mythe FBA. Et le premier point, ça concerne les coûts réels. Parce qu'au-delà des frais de commission d'Amazon qui peuvent grimper, jusqu'à 30% parfois. Ah oui, 30% déjà, c'est pas rien. Oui, et il faut ajouter la publicité payante. L'article dit que c'est indispensable pour être un minimum visible sur la plateforme. Et puis bien sûr les frais de transport internationaux qui sont pas négligeables non plus. Il y a un chiffre qui est cité, assez frappant d'ailleurs, 70% des nouveaux vendeurs. 70%. Oui, 70% apparemment jetteraient l'éponge dès la première année. La raison, des marges jugées insuffisantes, selon la source en tout cas. 70%, c'est énorme comme taux d'échec. Ça remet un peu les choses en perspective sur l'accessibilité du truc. Et l'article, j'imagine, il ne s'arrête pas là. Non, non, pas du tout. Le deuxième point, c'est la concurrence. Elle est décrite comme vraiment intense. On parle de milliers de vendeurs sur les mêmes produits, parfois des fabricants chinois qui vendent en direct. Ah oui, ça c'est un vrai sujet. Et même Amazon, qui peut décider de lancer ses propres produits, très similaires. L'article donne un exemple, celui d'un vendeur de gadgets de cuisine, je crois. Ses ventes auraient chuté de 80%, 80. carrément. Oui, juste après qu'Amazon ait sorti un produit quasi identique et moins cher évidemment. D'accord. Un exemple très concret que la source utilise pour illustrer ce risque. Et la fameuse promesse de revenus passifs. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Mais justement, c'est le troisième point. L'article, il conteste ça, mais alors très fortement. Il décrit FBA comme quelque chose qui demande une gestion quasi quotidienne. Il faut analyser les ventes, suivre les stocks de prêt, optimiser les pubs. Donc pas si passif que ça, en fait. Voilà, c'est plutôt décrit comme un job à plein temps, très loin de l'image du revenu facile. Et puis, quatrième point, c'est la dépendance totale vis-à-vis d'Amazon. Ça c'est clé. La plateforme peut changer les règles du jeu, augmenter les frais comme ça sans forcément prévenir, ou même suspendre un compte. Parfois pour une petite erreur. L'exemple qui est donné, c'est une simple erreur d'étiquetage qui aurait mené à la perte de tout le stock. D'accord. Donc si on prend tout ça, les coûts, la concurrence féroce, l'effort réel, comment l'article évalue la rentabilité, la vraie rentabilité à la fin? C'est le cinquième et dernier point, les marges. Elles sont qualifiées de ridicules, carrément. L'article fait un calcul type pour illustrer un peu. En partant du chiffre d'affaires, on enlève le coût du produit, estimé à 40%, Ouais. les frais Amazon, donc 30%, la pub, 15%, et puis diverses autres charges, 5%. Et à la fin, il resterait quoi? Environ 10% de marge nette. Avant impôt, bien sûr. Seulement 10%, oui. L'exemple chiffré, c'est pour 10 000 euros de CA, le gain serait potentiellement de 1 000 euros. D'accord. Donc si je résume un peu la vision de cet article, FBI est vu comme un modèle, bon, potentiellement rapide pour démarrer, ok, mais cher, très concurrentiel, qui demande beaucoup de temps et avec un risque élevé à cause de cette dépendance à Amazon. C'est ça l'idée générale, hein. C'est tout à fait ça, oui. Et face à ce tableau assez sombre, l'article propose donc une autre voie, le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Comment il est présenté, lui? Alors là, l'article le positionne vraiment comme une approche radicalement différente. Avec, selon lui, plusieurs avantages très clairs. D'abord, l'investissement de départ. Beaucoup, beaucoup moins élevé. Ah oui, c'est-à-dire. Oui, quelques centaines d'euros pour lancer un site web, ça suffirait. Alors que pour un stock FBA, ça peut vite être des milliers d'euros, voire plus. L'article cite l'exemple d'un blog de niche bien optimisé pour le SEO qui générerait entre 500 et 2000 euros par mois juste avec l'affiliation. D'accord, donc moins de barrières à l'entrée financièrement, c'est clair. Voilà. Et ensuite,
Et c'est peut-être le plus important selon l'article, le contrôle total. Là, c'est toi qui maîtrises ton contenu, ta stratégie, ta marque. Oui, ça c'est le nerf de la guerre souvent. Exactement. Sans dépendre des règles ou des hausses de frais décidées par une plateforme tierce. Ce point sur le contrôle total, c'est vrai que ça semble être le contraste le plus frappant mis en avant par la source, surtout après avoir parlé de la dépendance avec FBA. Il y a d'autres avantages qui sont cités. Oui, l'article insiste aussi sur la durabilité des résultats. Un bon contenu, bien référencé, sur Google par exemple, il peut attirer du trafic pendant des mois, voire des années. Ce n'est pas comme une campagne de pub FBA qui s'arrête net dès que tu coupes le budget. La pérennité, le long terme. Exactement. Et enfin, la flexibilité est mentionnée. Tu peux commencer petit, tester des choses, changer de direction si besoin, diversifier tes sources de revenus plus facilement. C'est plus agile, on va dire. D'ailleurs, l'article, il résume ce comparatif de façon assez directe. En gros, FBA égale investissement élevé, contrôle limité, résultat rapide au début peut-être, mais risque élevé, et durabilité, bon, faible à moyenne. Alors que SEO égale investissement faible, contrôle total, des résultats qui arrivent plus progressivement, certes, mais un risque jugé modéré et une durabilité élevée. Bon, la conclusion de l'auteur, elle semble donc assez nette. Sans dire que FBA est une arnaque, l'article ne va pas jusque-là, mais il le présente clairement comme un modèle avec de gros inconvénients. Les marges, la concurrence, la dépendance, est donc particulièrement risqué, surtout pour quelqu'un qui débute. Le SEO est clairement mis en avant comme l'alternative solide. C'est exactement ça. Le SEO y est vraiment décrit comme une stratégie plus accessible et surtout plus pérenne. L'idée, c'est de construire un actif digital qui t'appartient vraiment, qui est indépendant et rentable sur le long terme. Ce qui ressort fort de l'article, c'est vraiment cette opposition fondamentale, tu vois, entre miser sur une plateforme externe et construire ton propre terrain de jeu digital en quelque sorte. Du coup, pour quelqu'un qui explore un peu ces options aujourd'hui, l'article pose une question de fond en fait. Est-ce qu'il faut privilégier la vitesse, la facilité potentielle du FBA, même avec les risques et la dépendance qu'on a vus, ou alors est-ce qu'il vaut mieux investir du temps, de l'énergie dans le SEO pour avoir plus de contrôle, plus de durabilité, quitte à ce que les résultats mettent plus de temps à venir au début. C'est un peu ça le choix. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion qui, je pense, dépasse juste ce duel FBA contre SEO. Au fond, la question que cette analyse soulève, elle est plus large. C'est quelle valeur est-ce qu'on accorde vraiment à la construction d'un actif numérique qui soit indépendant sur le long terme face à la commodité immédiate, c'est vrai, mais aussi la précarité potentielle qu'implique le fait de dépendre d'une grosse plateforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est un arbitrage qui est, je crois, essentiel à avoir en tête aujourd'hui.